Mais à entendre parler, que ce soit les ministres, que ce soit les officiers supérieurs de l'armée, que ce soit les officiers subalternes de la police ou de la gendarmerie, le discours est le même. Nous avons, à la place de la démocratie, érigé un système néo-patrimonial qui est fondé sur la personnification du pouvoir, qui est fondé sur la confiscation des ressources naturelles et des richesses du pays par une minorité et qui est fondé sur le clientélisme. Tout est dit. C'est un club, c'est un système. Donc, le président, bien sûr, qu'il emporte toute la responsabilité, mais en fait, c'est toute cette classe politique du PCT qu'il faille mettre sur le banc des accusés. C'est un système qui a tué le pays, qui l'a amené aux portes de l'enfer. Je vais vous dire une chose simple. Je ne vais pas rentrer dans le débat technique. Il y a des spécialistes du droit qui nous diront ce qu'il faille faire. Mhm. Mais par contre, sans émotion, j'aimerais apporter la dimension politique dans ce débat. Sans émotion. Je suis congolais, issu d'une éducation du Kimoto, Zola Kundiange, Lingande Konayo, Zolompwana. Cette dimension du Kimoto me dit, moi, Gitukulu, je n'ai aucun problème avec le peuple rwandais, frère. Par contre, je ne participerai à une quelconque compromission politique ou économique avec l'élite politique du Rwanda au travers le FPR pour détruire mon pays. Une fois cette chose éclairée, explicitée, je dis clairement, haut et fort, que ces terres qui ont été cédées, mises à disposition, vendues, quel que soit le terme dans lequel le gouvernement s'exprime pour justifier son forfait, parce qu'il en est un, ou alors pour justifier un blanchiment d'argent. Ces terres doivent revenir au statut en paix. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7 avec moi sur ce plateau, docteur Marcel Guitokoulou, médecin anesthésiste, réanimateur, président du Congrès du Peuple, un parti politique de l'opposition congolaise. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter l'actualité socio-économique et politique du Congo-Brazzaville avec pour centre d'intérêt la célébration aujourd'hui même, 15 août 2024, du 64e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de la République du Congo dans un contexte de crise non seulement économique et financier, mais aussi de souveraineté avec les accords de cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda. Nous aborderons également la question du chômage endémique des jeunes au Congo-Brazzaville qui en compte désormais, vous le savez, 4 592 075 jeunes sur une population totale de 6 millions d'habitants. Voilà pour l'essentiel de ce qui va caractériser cette interview. Docteur Marcel Guitokoulou, rebonjour. Rebonjour, Monsieur Perrin. Très Merci. heureux d'être en votre compagnie ce jour de l'indépendance. Merci. Nous allons commencer par la jeunesse. Le gouvernement congolais, par son porte-parole Thierry Mongala, vous l'avez certainement suivi, a fait volte-face sur la question de l'employabilité des jeunes. C'était le 12 août dernier, déclarant que 2024, qui avait été consacré année de la jeunesse avec la promesse de création de 100 000 emploi pour les jeunes se déroulera finalement sur 36 mois, notamment 2024, 2025 et 2026. Quel commentaire vous inspire ce nouveau narratif du gouvernement congolais?
Écoutez, c'est juste risible et cela dénote de l'incompétence notoire qui caractérise l'exécutif congolais aujourd'hui. On ne fait pas de déclaration à l'emporte-pièce lorsqu'on a sur ses épaules le poids de tout un peuple et qui plus est de 76% d'une jeunesse en quête d'emploi, donc de dignité. Je me souviens qu'il y a bientôt un an, à grands coups de publicité et de façon fracassante, le président consacrait 2024 comme étant une année de la jeunesse. Cette déclaration était-elle réfléchie? L'exécutif l'avait-elle préparée? Or, la première des remarques qu'il faille faire dans ce cadre-là, on a vu que pendant tout ce temps de la déclaration aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul décret qui institutionnalise cette année de la jeunesse, donc qui organise les différentes étapes de réalisation de ce vaste programme. Deuxièmement, lorsque l'on veut vraiment s'occuper de la jeunesse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut assurer la conscientisation de cette jeunesse. Nous savons bien que depuis quelques années maintenant, avec toute la violence que les politiques ont mis en scène dans notre pays, notre jeunesse a dérivé. Il faut la ramener dans un esprit civique et patriotique. Secondo, il faut donner des compétences professionnelles à cette jeunesse. Donc, nécessité au niveau de l'exécutif de revoir les programmes de formation de nos jeunes dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, pour faire correspondre la formation à la demande de l'emploi sur le terrain. Et enfin, troisièmement, il faut créer des conditions qui autonomisent cette jeunesse. Parce que la facilité dans notre pays, et bien sûr, le gouvernement de monsieur le président Sassou Nguesso a pour habitude de se laisser aller à la première intuition. La première intuition, c'est de dire on va créer 100 000 emplois dans la fonction publique. C'est contradictoire. Lorsque nous savons qu'aujourd'hui, le pays a du mal à faire face aux charges sociales qui lui incombent et que le Fonds monétaire international, avec lequel le pays est en négociation depuis plusieurs années maintenant, lui demande plutôt de dégraisser le mammouth de la fonction publique. L'autre facilité, c'est de dire, eh bien, nous avons une armée dans laquelle on peut engloutir toute la jeunesse. Le résultat, nous l'avons vu. Le 24 novembre 2023, plusieurs jeunes ont trouvé la mort, tout simplement parce qu'ils avaient cru en cette promesse d'obtenir un emploi pour sauver leur dignité. Cette façon de gouverner n'est pas du tout acceptable. Si l'on veut répondre à la Pardon, jeunesse, docteur, tout à l'heure, vous venez de dire avec les mesures du Fonds monétaire international, cela n'était pas du tout plausible, ce n'était pas possible de créer 100 000 emplois. Est-ce que c'est pour dire que dès le départ, vous saviez que c'était finalement un mensonge d'État? mais tout simplement, M. Perrin, qui aujourd'hui peut croire et donner un blanc-seing à une quelconque déclaration de cet exécutif dont on sait qu'au bout de 40 ans, il n'a plus de proposition à faire. Nous sommes là en face d'un État en faillite et qui vit ses dernières circonvolutions. Et ce sont les convulsions d'un État qui est en train de partir. Nous, ce que nous demandons, c'est que dans le cadre de cette année de la jeunesse, qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, parce que 76% des jeunes, c'est beaucoup. La jeunesse, aujourd'hui, pour le Congo, c'est un atout. Mais un atout qui peut être un couteau à double tranchant. D'une part, si cette jeunesse est bien canalisée,
Bien sûr, elle participera au développement. La canalisation, c'est la formation, c'est l'éducation, etc. Si elle n'est pas bien canalisée, mais malheureusement, elle va aller à la dérive avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd'hui dans le cas de l'insécurité des personnes et des biens. Le mouvement des bébés noirs participe malheureusement de cette incompétence du gouvernement de la République de prendre en charge une jeunesse qui ne demande rien d'autre que de travailler pour sa dignité et pour développer le pays. Alors, vous parlez Si éducation. seulement j'étais aux affaires, permettez-moi s'il vous plaît, si seulement j'étais aux affaires, j'avais une proposition toute simple à faire. La jeunesse bénéficie, selon le gouvernement, c'est pas moi, je ne suis pas aux affaires, c'est le gouvernement lui-même qui dit, nous avons mis sur pied un fonds alimenté avec 14 000 milliards de francs CFA Oui. pour servir les générations futures. Mais les générations futures, elles sont là. Il faut les prendre en charge. Donc, ce que je demande, moi, c'est que l'on décaisse de ce fonds, que l'on décaisse de l'argent pour alimenter un fonds d'autonomisation de cette jeunesse, pour les aider dans leur formation, dans les bourses d'études, leur allouer un capital jeunesse qui leur permette de créer un emploi pour ceux qui ont des idées dans l'entrepreneuriat, par exemple. Évidemment, tout à l'heure, vous parliez donc de l'éducation, la formation, la connaissance qu'il faut donner à cette jeunesse. À défaut, elle bascule dans la violence, vous l'avez expliqué tout à l'heure, avec ce phénomène, j'allais dire, des bébés noirs. Et nous savons également qu'il y a quelques années, on a rabâché les oreilles des Congolais, leur parlant de l'émergence d'ici à 2025. 2025, c'est bientôt là, c'est dans quelques mois. Nous sommes en 2025. Mais là encore, on a constaté, évidemment, Anatole Collinet, Makosso, qui est venu expliquer finalement, c'est jusqu'à 2030. Je rappelle également qu'en 2009, Le le gouvernement gouvernement est congolais tous à avait bout. promis 40 000 emplois. Est-ce que finalement, c'est un petit jeu, qu'il faut le dire comme ça? Et moi, la question qui s'impose, c'est de savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de l'incompétence de ce gouvernement. Est-ce que c'est réellement l'incompétence ou une volonté manifeste de ne rien faire pour la jeunesse? Écoutez, je pense que tout y est mêlé. Ce pays, nous l'avons connu il y a quelques années en arrière, plusieurs années en arrière, même y compris avec le même chef d'État, ce n'était pas mirobolant, mais il y avait quand même des choses qui fonctionnaient. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que je pense que le président Sassou à l'époque n'était qu'un postier. Il y avait des vrais hommes politiques derrière qui assuraient la gouvernance du pays. Et on lui donnait à signer et à transmettre au peuple ce qui était décidé en interne. Parce que sinon, comment comprendre que le même président, à mesure que le temps passe, on se rend compte qu'il est complètement paralysé, anesthésié, incapable de répondre aux attentes de son peuple. Regardez son entourage dans ce gouvernement d'aujourd'hui, qui manque d'épaisseur selon moi. La preuve, toutes les affaires que vous avez évoquées tout à l'heure sont des affaires qui relèvent de l'amateurisme au niveau du gouvernement. On ne peut pas être au gouvernement et chanter à longueur de journée les louanges du chef de l'État et penser que l'on travaille. On est au gouvernement pour y laisser une trace. On est au gouvernement pour servir un peuple qui a besoin de changement. On est au gouvernement parce que le chef de l'État vous a fait confiance et c'est de par votre carrure, de par votre épaisseur, de par votre travail que vous allez élever la qualité même du président de la République. Oui, mais il y a une question qui nous a été posée, mais vous pensez que ce gouvernement a les mains libres pour travailler ou bien il est là à exécuter évidemment la volonté de Denis Sassou Nguesso qui leur dit de faire ci, de faire ça, ou quand c'est bien fait, souvent ça ne va pas aussi dans l'intérêt de ce système. On a vu des ministres craques, bien entendu, je vais citer ici Andeli par exemple, que tout le monde a apprécié, mais généralement quand il arrive dans ce gouvernement, c'est jamais plus de 6 mois. Dès qu'il a fait un travail, louable d'ailleurs, après, bon, voilà, on le remercie. Vous savez, euh, vous citez le cas du ministre Andeli. Pourquoi ils sont là? Ils sont là
parce qu'il veut préserver sa dignité. Il ne peut pas être au gouvernement et se soumettre aux ordres qui vont dans le sens de l'intérêt général. Si on est au gouvernement, c'est pour travailler au nom du peuple pour lui assurer une vie qui soit acceptable. Or, quand on regarde bien l'entourage du président actuellement, nombreux brillent par une incompétence professionnelle. Nombreux n'ont pas fait leurs preuves sur le marché du travail et qui n'ont connu que de la politique et qui ne font que de la politique et qui font de la politique un moyen de vivre et de survivre. Alors, imaginez que demain, on les démette. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont incapables de dire je ne peux pas accepter l'orientation actuelle du gouvernement, je démissionne, mais simplement par intérêt personnel. Hein? Oui, mais dans ce même gouvernement, docteur, s'il vous plaît, permettez, Oui. docteur, dans ce même gouvernement, on a entendu les ministres dire, et c'est public, la vidéo a circulé, un ministre qui disait, nous n'avons pas de vision, c'est la vision de Denis Sassou Nguesso, il dit, nous on fait, nous on réfléchit pas. Donc, justement, c'est parce qu'ils sont incapables de réfléchir. Le chef de l'État peut avoir une vision, c'est à vous de la mettre en œuvre. De quelle manière vous la mettez en œuvre? Est-ce que vous la mettez en œuvre lorsque vous usez des fausses facturations? Est-ce que vous la mettez en œuvre lorsque vous utilisez l'argent qui est consacré au projet pour votre enrichissement personnel? Non. Il y a des crédits qui sont dégagés. On prend par exemple le ministère de la Santé, on en viendra peut-être, où il y a quelques années, 160 milliards de francs CFA, il n'y a pas très longtemps, qui ont été dégagés pour pouvoir mener à bien un certain nombre de projets. Ces 160 milliards ont disparu alors qu'aucun seul mur n'a été bâti. Comment vous expliquez ça? Et d'ailleurs, avant cela, il y a eu aussi la disparition de 25 milliards de francs CFA sur la ligne, bien sûr, de dépenses de Covid. Mais, et c'est là où je posais la question, c'est qui le problème concrètement? Les ministres ou Denis Sassou Nguesso lui-même? Parce qu'il a changé quand même plus d'une vingtaine de gouvernements, mais les résultats demeurent voilà, déplorables. C'est ça la vérité, en fait. Aujourd'hui, Qui le est le problème, problème réel? vous savez, un train pour qu'il démarre, il faut qu'il y ait une locomotive. Et si la locomotive est en panne, évidemment, les wagons ne bougent pas. Donc aujourd'hui, clairement, comme il l'avait dit lui-même pendant la conférence nationale souveraine, j'assume. Il doit assumer les dérives de ses ministres, puisqu'il n'assure pas de contrôle. Quand on donne des orientations, il faut avoir une lampe torche derrière pour regarder quelle est la copie qui sera rendue. Si la copie qui est rendue n'est pas conforme aux orientations édictées, on frappe du poing sur la table, on sanctionne. Or, dans ce pays, la sanction a disparu. Or, dans ce pays, on fonctionne comme si les uns et les autres se tiennent par la barbichette du fait d'une dette morale. J'ai participé à votre remise en selle au pouvoir dans ce pays, donc je dois en tirer bénéfice et profit. Ça, c'est condamnable. Ils sont venus par la force, ils ont eu peut-être, Pourquoi c'est un butin de guerre, c'est ça? c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, un sentiment que je ne partage pas, mais à entendre parler, que ce soit les ministres, que ce soit les officiers supérieurs de l'armée, que ce soit les officiers subalternes de la police ou de la gendarmerie, le discours est le même. Nous avons, à la place de la démocratie, érigé un système néo-patrimonial qui est fondé sur la personnification du pouvoir, qui est fondé sur la confiscation des ressources naturelles et des richesses du pays par une minorité et qui est fondé sur le clientélisme. Tout est dit. C'est un club, c'est un système. Donc, le président, bien sûr, qu'il emporte toute la responsabilité, mais en fait, c'est toute cette classe politique du PCT qu'il faille mettre sur le banc des accusés. C'est un système qui a tué le pays, qui l'a amené aux portes de l'enfer.
Merci, docteur. Alors, est-il normal la situation du pays? Vous la connaissez très bien. Aujourd'hui, on parle d'une misère accrue, c'est ce qu'il faut peut-être dire, malgré d'énormes ressources que possède le Congo au Brazzaville. J'entends ici le pétrole, le bois, mais on ne le rappellera jamais assez. Les minerais, évidemment, les terres arables, les rivières, les fleuves, la mer et tout ce qui y va, pour une petite population de 6 millions d'habitants. Et dans ce petit pays, aussi riche, comme je viens de le dire, plus de 70% de la population vit dans une précarité absolue, la misère absolue. C'est quand même moins d'1 dollar par jour. Comment expliquer cela? C'est toujours l'incompétence après 40 ans de pouvoir? Monsieur Perrin, j'ai les larmes aux Ou yeux, c'est devenu un cartel, comme disaient d'autres? j'ai les larmes aux yeux pour aborder cette question. D'autant que cela se passe 64 ans après notre indépendance. C'est l'occasion aujourd'hui de féliciter ou de rendre un hommage puissant aux hommes et femmes qui, avec toute intelligence et habileté, ont tracé pour les générations futures que nous sommes aujourd'hui les voies de la liberté et de la dignité par le travail. Ces voies de la liberté et de la dignité par le travail, donc la souveraineté, avaient un contrat social avec la population. Ce contrat social tient en quelques points. Il faut la souveraineté alimentaire. Il faut assurer la santé des populations. Il faut permettre à ces dernières d'avoir l'eau, l'électricité. Il faut leur permettre de pouvoir accorder aux enfants une éducation adéquate. Il faut les loger. Malheureusement, ces préoccupations primaires ne sont pas prises en compte par les différentes élites qui sont succédées. Le mal du Congo, il est connu. C'est une somme d'insécurité. Et cette somme d'insécurité, aujourd'hui, a un visage. Monsieur Denis Sassou Nguesso et son système. Pourquoi Monsieur Denis Sassou Nguesso? Parce que sur les 64 ans d'indépendance, il est celui qui détient le record de gestion du pays le plus élevé. Environ les 2 tiers de notre indépendance. C'est à lui de répondre. Malheureusement, les réponses qu'il donne aujourd'hui, au bout de 40 ans de gestion, ne sont plus adaptées à la situation du pays. On a conduit le pays à un endettement abyssal. 8 500 milliards de francs CFA, 15 millions de dollars. C'est énorme. Comment allons-nous faire pour le payer? Encore que si cet endettement avait servi à quelque chose pour le pays, on pourrait se dire, très bien. Mais on se rend compte que malgré l'endettement, il y a un grand paradoxe. Le pays reste pauvre, les populations sont asphyxiées, les pleurs, les larmes, les cris, les souffrances, les douleurs sont ressenties partout dans les 4 coins cardinaux du pays. Où est passé l'argent? Tout le monde le sait, personne ne le dit. Dans les chaumières, tout le monde en parle. Regardez comment ils sont tous devenus riches. Vous prenez un ministre de la République, rien qu'en le regardant comment il est habillé, il affiche à lui tout seul 5 à 10 millions de francs CFA pour un seul conseil des ministres. Vous trouvez ça normal? Pour une population qui n'arrive ni à boire parce qu'il n'y a pas d'eau potable, ni à s'éclairer parce qu'il n'y a pas d'électricité, ni à se soigner parce que le système sanitaire est en insécurité, ni à manger parce que malheureusement, le pays qui ne compte que sur des importations des denrées alimentaires ne peut sécuriser sa population. Donc, il n'y a pas de C'est souveraineté. énorme d'ailleurs, pendant que vous le dites, c'est quand même 700 milliards d'importations alimentaires, simplement 700 milliards par année. 700 milliards, c'est énorme. C'est énorme, alors que on aurait pu développer l'agriculture dans le pays comme première force économique pour pouvoir économiser tous les moyens que nous mettons en importation et les orienter vers d'autres postes budgétaires qui sont demandeurs, comme l'éducation nationale, par exemple. Et donc, de ce point de vue, je pense que
la nécessité de pouvoir aborder la question du changement politique dans le pays se pose aujourd'hui avec acuité. Avec acuité, pourquoi? Le régime Nguesso, au bout de 40 ans, a été incapable de nous dire quelle est sa compréhension du développement. On ne peut pas bâtir un pays si on n'a pas un fil d'Ariane qui permette de savoir quel est le cap vers lequel nous nous dirigeons avec ce pays. Il faut mettre à disposition de l'économie ce qu'on appelle des éléments de développement, que sont l'énergie, donc l'électricité, et l'eau. En termes de politique de développement, je pense que si on prend en compte les différents besoins que j'ai cités très haut tout à l'heure, on peut se dire, nous avons la capacité de reconquérir notre économie. En quoi faisons? En mettant en place un protectionnisme éducateur. Ça veut dire quoi? Que nous avons la capacité de développer la production dans le pays pour pouvoir nourrir nos populations. Nous avons la capacité ensuite de transformer cette production. Et ce n'est qu'en dernier ressort, après avoir nourri la population, après avoir maîtrisé la transformation des produits locaux, nous pouvons nous risquer cette fois-là sur le marché international pour exporter. Nous faisons un développement par bond, c'est de la copie. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on se ressente réellement sur les besoins du pays, sur les besoins de la population, pour pouvoir enfin investir à bon escient et non pas investir dans les tours jumelles, je ne sais même pas à quoi elles servent, et non pas investir dans des éléphants blancs pour lesquels il n'y a aucune utilité. La politique de municipalisation accélérée qui a été mise sur pied, elle pouvait avoir des effets positifs. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? L'argent est mal utilisé, les projets sont mal centrés, les dépenses sont mal dosées. Au lieu d'investir dans des structures capables de ramener de l'argent, donc de renflouer les caisses de l'État, c'est plutôt des structures qui ne servent absolument à rien. Voilà les mécanismes de la dette. Et en plus, le bal des voleurs qui a lieu entre l'élite politique nationale, les compagnies pétrolières et les traders pétroliers, c'est juste pitoyable, c'est condamnable. Il faut revenir sur cette politique des préfinancements parce que c'est une facilité qui est donnée à tout le monde de folie. Le Congo gage depuis très longtemps les barils de pétrole qui ne sont même pas encore sortis de terre pour pouvoir, soi-disant, faire face à ces besoins de financement. On sait très bien que ces besoins de financement passent par des voies détournées dans les poches des uns et des autres. Je condamne. Et malgré tout cela, évidemment, tout à l'heure, vous parliez de la dette abyssale, là, c'est 8500 milliards de francs CFA, soit 15 millions de dollars. Et nous avons suivi, je crois que certainement vous l'avez aussi suivi, Anatole Koldema-Kosso, pour une fois au Congo, Brazzaville bien sûr, un gouvernement déclare en public que les caisses sont totalement vides, c'est-à-dire le gouvernement n'a plus assez de ressources financières pour faire face à ses obligations sociales. Et c'est là qu'on se posait la question de savoir, et vous l'avez même dit tout à l'heure, c'est la question que, légitime d'ailleurs, vous avez posé la question, où est passé tout cet argent? Parce que tout le temps on nous parle de l'endettement, du remboursement de la dette. Et d'ailleurs, c'est la raison évoquée par Anatole Koldema-Kosso. Il n'y a plus d'argent pour faire face aux obligations sociales, notamment salaire, pension, tout, bourse et voilà, eau, électricité, parce qu'il payerait ou il rembourserait la dette extérieure du Congo. Est-ce que vous entendez cela? Non, je ne l'entends pas du tout. Je ne l'entends pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on est déjà la solution de s'adresser à tous les coups au Fonds monétaire international n'est pas ma préférence. Ma préférence, c'est de dire, nous avons des compétences en économie dans le pays, il faut les mettre au service de ces pays. Pourquoi? Ben, il faut tracer le volume de la dette, le contenu de cette dette et trouver les moyens par des ressources propres
de pouvoir la rembourser et traiter le social. Malheureusement, la facilité fait qu'il y a une fuite en avant. Et même avec la perfusion du Fonds monétaire international, les fonds qui viennent sont encore dilapidés. Mais où voulez-vous qu'on aille lorsque, avec ce régime néo-patrimonial, nous avons malheureusement, contre toute attente, ou c'est voulu, ou ce n'est pas voulu, je n'en sais rien, nous avons changé les mentalités de ce pays. Ce peuple congolais qui était très épargnant. Souvenez-vous des grands commerçants, des grands entrepreneurs que nous avons connus dans le pays, comme les Ntchétché, les Bouetambongo, les Bina, etc. C'était un peuple épargnant. Aujourd'hui, ce peuple devient un peuple emprunteur. Même pour nourrir sa famille, on va emprunter auprès des usuriers. Et on emprunte, non pas parce qu'on a un projet, mais pour rembourser une dette antérieure. Et le pays lui-même est incapable, comme le dit le Premier ministre, de pouvoir générer de la ressource intérieure, mobiliser la ressource intérieure pour pouvoir créer de la croissance. Il est obligé d'aller s'endetter rien que pour payer le service de la dette. Mais on va où là? Il faut qu'on arrête ce cirque. Il faut prendre des mesures. Un pays qui est dans cette situation, la première chose, c'est de réduire son train de vie, le train de vie de l'État. Voyez le nombre de ministres que nous avons. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce monde? Quel est le bilan de chacun des départements? Au niveau de chaque ministère, combien avez-vous de conseillers? Le président de la République qui voyage, il a une centaine de personnalités qui l'accompagnent. Et tout ça, ça revient cher au budget de l'État. Est-ce qu'on se rend compte que dans ce pays, il y a des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, qui n'arrivent pas du tout simplement à mener une vie correcte? Nous avons l'exemple du Nigeria. Le président a pris des décisions difficiles pour l'élite, mais en tout cas salvatrices pour sauver l'économie du pays. À quand au Congo-Brazzaville? Merci, docteur Marcel Guitokoulou. Venons-en donc au volet accord de cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda. Une question, vous le savez aussi, qui cristallise les débats depuis là. Alors, au cours de la séance questions orales au gouvernement avec un débat, c'était le 8 août dernier, il est ressorti que Kigali et Brazzaville ne parlent pas le même langage. Et c'est le cas de le dire, des deux gouvernements, il y a forcément un qui ment. Pour Kigali, il a acquis donc 980 km² des terres arables au Congo-Brazzaville, là où ils vont planter du maïs, des piments, et c'est eux qui l'ont dit, et c'est devenu leur terre. Du côté de Brazzaville, Anatole Koliné-Makosso, dernièrement, faisait savoir aux députés, bien sûr, que les autorisations accordées au Rwanda ne seront pas renouvelées après le 8 décembre prochain. Une façon de dire que finalement on renonce à cet accord sur l'agriculture, tout de même, l'agriculture. Mais tout le monde sait, ou presque, qu'il y a une disposition dans ces accords qui stipule qu'on ne peut pas dénoncer ces accords avant 12 ans. Lorsque Anatole Collinet dit que ces autorisations ne seront pas renouvelées, après on se posera la question de savoir s'est-il concerté avec l'autre partie, ou bien c'est une décision unilatérale. Et bon, mais encore que c'est une lettre de réponse qu'il a adressée finalement aux opposants, et on peut dire que ça n'a aucune valeur juridique. La vérité, c'est ça. Mais le fait de le dire, d'écrire cela, de dire qu'il ne va plus renouveler les autorisations, on sent qu'il y a quelque chose qui ne semble pas marcher, surtout au niveau de Brazzaville. Et je disais Écoutez, tout à l'heure, des deux gouvernements, il y a un qui ment, mais je ne le pointe pas du doigt. Alors, donc, je vous pose la question. D'abord, vous, votre position sur cette affaire de cession des terres. écoutez, M. Perrin, je vais vous dire une chose simple. Je ne vais pas rentrer dans le débat technique. Il y a des spécialistes du droit qui nous diront ce qu'il faille faire. Mhm. Mais par contre, sans émotion, j'aimerais apporter la dimension politique dans ce débat. Sans émotion. Je suis congolais, issu d'une éducation du Kimuntu.
zola kundiange, lingande kunayo, zolompona. Cette dimension de Kimontou me dit, moi, Gitukulu, je n'ai aucun problème avec le peuple rwandais, frère. Par contre, je ne participerai à une quelconque compromission politique ou économique avec l'élite politique du Rwanda au travers le FPR pour détruire mon pays. Une fois cette chose éclairée, explicitée, je dis clairement, haut et fort, que ces terres qui ont été cédées, mises à disposition, vendues, quel que soit le terme dans lequel le gouvernement s'exprime pour justifier son forfait, parce qu'il en est un, ou alors pour justifier un blanchiment d'argent. Ces terres doivent revenir au statut hanté. Ils doivent revenir au statut hanté. Par contre, il faut savoir que la question des terres ne se pose pas uniquement au Congo-Brazzaville. Dans le monde entier, il y a des pays qui cèdent, qui vendent, qui prêtent les terres ou qui louent les terres, mais en toute transparence. Parce que le raisonnement peut être ceci. Nous avons du mal à mettre en culture nos 10 millions d'hectares de terres arables. Nous pouvons chercher des partenaires avec lesquels, dans le cadre d'une économie mixte, on peut travailler. Mais cela doit se passer en toute transparence et en toute légalité. Et pour le faire, il faut assurer des conditions d'attractivité des investisseurs, donc le climat des affaires. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il faut également apporter sécurité du côté des propriétaires fonciers. En résumé, il faut une vraie réforme foncière. Ça se discute, ça se débat, ce n'est pas à l'emporte-pièce. Les réformes foncières qui existent aujourd'hui, d'ailleurs, la preuve, elles n'arrivent pas à donner une réponse aux Congolais par rapport à la question qui se pose aujourd'hui. Oui, mais par rapport à la question qui se pose aujourd'hui, D'autre part, excusez-moi, pardon, oui, docteur, par rapport à la question qui se pose aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez dit, vous ne vous opposerez pas, évidemment, à une activité agricole si jamais les choses sont claires et transparentes. Le Congo a déjà cédé les terres, a déjà, j'allais dire, prêté les terres à d'autres peuples, s'il faut le dire, l'Afrique du Sud, les Malaisiens, les Chinois, ça n'a jamais posé problème parce que les choses étaient claires et transparentes. Et aujourd'hui, si les Congolais sont bons debout contre ces accords, c'est simplement parce qu'ils ont évidemment constaté qu'il y a anguille sous roche. Sinon, le gouvernement congolais, j'allais dire Brazzaville, n'allait pas tergiverser sur la question. justement, M. Perrin, Oui, vous m'avez interrompu à temps, je mais vous en prie. je voulais justement aborder cette question. Aujourd'hui, il y a problème, alors qu'avant, il y a eu des terres qui ont été cédées. Est-ce que les Congolais savent que depuis 2005 à peu près, le Congo a déjà cédé près de 400 000 hectares aux différents partenaires? Ça peut être l'Afrique du Sud, comme vous l'avez dit. Là, Il y oui. a aussi des Congolais qui ont pris des terres. Sur ces 400 000, il y a à peine 6 900 hectares qui sont cultivés. Et sur les emplois attendus, il y a environ 541 emplois saisonniers. Et sur les emplois permanents, il y a à peine 400 emplois permanents. Souvenez-vous que l'argument que le gouvernement nous a avancé en cédant les terres au Rwanda, c'est de dire on va produire pour nourrir le peuple congolais. Je ne sais pas si on veut l'empoisonner parce qu'on va planter du ricin. Le ricin, ça ne se mange pas. Il nous a dit on va créer de l'emploi. Mais regardez en arrière, 400 000 hectares qui sont Pardon, cédés. docteur, vous allez me 1700. pardonner, de vous arrêter à ce niveau-là. Vous avez dit le ricin, ça ne se mange pas, mais en fait, le ricin, c'est pour, selon le gouvernement congolais, c'est pour les biocarburants, c'est ça? Je comprends. Justement, c'est juste pour dire, pour parodier le discours du gouvernement, qui, par son incompétence de mettre en valeur les terres arables du Congo,
pense qu'en s'alliant avec le Rwanda, c'est le discours qu'ils nous ont volé. Il est tellement multiple, ce discours. Il y en a qui vous disent on va cultiver le ricin. C'est le Premier ministre et son ministre concerné. D'ailleurs, depuis que cette histoire des terres a fait surface, le ministre, c'est comme s'il n'existe pas. C'est le Premier ministre qui monte au créneau. Et d'ailleurs, je me pose la question. Peut-être que le Premier ministre nous expliquera pourquoi son ministre ne défend pas son département. Vous voyez? Mais aujourd'hui, sur les terres qui ont été cédées auparavant, est-ce qu'il y a une autocritique qui a été faite sur les attendus? A-t-on fait une analyse? Bientôt 25 ans, hein, on arrivera à la fin des premiers contrats. Qu'est-ce qu'on en tire avant de céder 120 000 autres hectares? Voilà cette défaillance dans la gouvernance congolaise. Il n'y a pas de contrôle. Tout à coup, on y va. Allons seulement, comme on dit à Brazzaville. Non, il faut arrêter avec ces slogans qui nous ridiculisent. Et vous disiez derrière ces accords pourrait être aussi en fait une stratégie de blanchiment d'argent. C'est ça que j'ai cru entendre. Bien sûr. Ça n'étonnerait personne. Pourquoi ça tergiverse? Vous-même, vous le dites, vous l'aviez dit tout à l'heure, les Rwandais qui sont les premiers concernés par ces accords parce qu'ils ont déboursé de l'argent. D'accord? Mais on ne leur donne ni titre de propriété, on leur dénie même d'avoir acheté 120 000 hectares. Mais Bon, les ben, en 120 fait, 000, pour le gouvernement, la vérité, c'est que, bon, enfin, le gouvernement dit qu'il n'a jamais vendu, jamais cédé. Bon, voilà, encore là, c'est le débat jusqu'aujourd'hui, et ce n'est pas clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça me fait penser, lorsque vous dites ça, ça me fait penser à la réaction de Claudine Munari, la députée, qui disait, si vous avez pris l'argent d'autrui, rendez. elle a raison. Elle a raison. Ce n'est pas la peine d'opposer le peuple congolais au peuple rwandais, alors que ces deux élites politiques de pays différents qui se sont entendues pour un projet que eux seuls connaissent la vérité. Colline Makosso n'a jamais signé ces accords. C'est son ministre, Denis Christel Sassou Nguesso, qui a signé les accords. Est-il devenu muet? Est-il devenu sourd? Au Parlement, on voit le Premier ministre en train de s'évertuer à expliquer aux députés ce qu'il en est. Mais il y a son ministre qui a négocié ces accords, qui les a paraphés. Nous avons besoin que ce personnage sinistre puisse expliquer au peuple congolais le pourquoi du comment de ces accords, qui sont doublés d'accords militaires, s'il vous plaît. Avons-nous besoin de ça? Qui sont doublés d'une cession du parc d'activités de Maluku-Tréchon, qui nous a coûté énormément cher sur le budget de l'État. Tout ça fait partie de la dette, M. Perrin. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on construit un parc d'activités aussi lourd comme Maluku sans avoir en amont cherché des partenaires pour laisser ce parc industriel à l'abandon pendant 15 ans? C'est de l'incompétence. Le b.a-ba de l'économie, c'est on étudie un projet, après les études, on passe à la réalisation tout en ayant pensé à trouver des partenaires pour faire vivre le projet. Ben, Nous avons naturellement, mais en plus, ce Maluku, c'est une zone frontalière, en plus, qui a été cédée, voilà, à un partenaire étranger, alors que la loi sur, bien sûr, l'acquisition des terres au Congo l'interdit. Si on a fini, bien sûr, avec le volet terre, sinon je vous laisse encore continuer, on va passer au deuxième. sur le volet terre, ce que je voulais ajouter, c'est le fait que, justement, euh, dans le cadre de ces accords euh, rwando-congolais, les accords institutionnels signés par le fils de machin, etc., et puis la cession du parc industriel de Maluku, vous savez qu'il y a une question géopolitique, géostratégique à l'intérieur. Maluku se trouve en face de la RDC, comme vous le dites. Et on sait très bien les relations compliquées entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que nous facilitons le pont fluvial entre le Rwanda et la RDC par le biais de ces accords? Non. Je pense que si ces accords posent problème aujourd'hui, c'est parce qu'il y a dans le fond tous ces éléments qui ne sont pas pris en compte. Il faut privilégier le bon voisinage entre États. C'est une sottise que de se dire
Le Rwanda est en conflit avec la RDC, on vous cède quand vous met quand même en face de Kinshasa. Non, c'est des choses qui ne se font pas. Moi, je réitère ma demande, c'est de dire les terres cédées, vendues, prêtées, on ne sait pas comment, doivent regagner le statut en paix. Il faut les remettre à la disposition des populations. Point barre. Docteur Ngitoukulu, je vais donc poser une dernière question sur ce volet. Bien entendu, il y a eu la sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères rwandais, suivi bien sûr de la sortie médiatique également de l'ambassadeur rwandais au Congo-Brazzaville. Et là, nous sommes dans le cadre diplomatique. Ils ont promis faire la pédagogie aux Congolais, accusant d'ailleurs aussi les opposants que vous êtes d'instrumentaliser la population contre ces accords. On n'instrumentalise rien. Si eux peuvent nous expliquer pourquoi ils ont déboursé autant d'argent, vous le comprendrez. S'ils nous accusent de vouloir manipuler la population, non, nous défendons notre territoire. On ne peut pas jouer avec. Je ne peux pas brader. Il faut que je défende ma terre. Donc, s'ils sont venus, notamment sur le ministre des Affaires étrangères, dans le cadre d'une démarche politique, parce qu'il envisage un poste, un soutien, ça, c'est son problème. Je ne vais pas élucubrer, je ne vais pas passer du temps sur cette question-là. Je dis simplement que ce que je sais, cette terre, ces 120 000 hectares, appartiennent au Congo-Brazzaville et ils doivent le rester. C'est tout. Voilà, docteur, merci. Alors, c'est sur ce fond de crise multidimensionnelle, c'est le cas de le dire, hein, que le Congo-Brazzaville a célébré son 64e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale. Le constat qu'on a fait, et moi c'est ce que j'ai constaté, bien entendu, pour une première fois depuis ma naissance, que le Congo célèbre cet anniversaire d'accession à l'indépendance par une parade militaire. Cette fois-ci, les civils n'ont pas défilé, c'est-à-dire il n'y a eu que le défilé militaire et c'est au boulevard Alfred Raoul que ça s'est déroulé. Les autres départements ont été donc interdits d'organiser les parades. Quelle explication, que vous inspire une telle décision? Monsieur Perrin, je suis consterné. Consterné par le fait que le pays, aujourd'hui, est assis sur un volcan qui va bientôt exploser. Nous en vivons la fébrilité. Pardon, docteur, vous avez dit? Le Le pays pays? est assis sur un volcan. C'est un volcan. Il va y avoir une éruption dans pas longtemps. Et les autres ne voient pas que nous sommes assis sur un volcan? Comment ça? Nous en voyons la fébrilité. Mais si, ils le voient, puisque depuis un moment, le peuple souverain fait passer des messages à l'exécutif qu'il veut le changement. Le président de la République, dans le cadre de cette célébration, dans son message à la nation, a développé une thèse sur la responsabilité. Très bien. Malheureusement, quand je retourne au contenu de ce message à la nation, pour moi, il s'agit ni plus ni moins que d'éloge à l'irresponsabilité. Pourquoi éloge à l'irresponsabilité? Il a endetté le pays de 8 500 milliards. Il a appauvri le pays plus que jamais. Il a appauvri les populations plus que personne d'autre. Il a sur ses épaules le poids des mots qu'il a employés pendant les 40 ans. Assumer, eh bien, il faut qu'il assume. La paix, il faut l'accorder aux Congolais. La paix, ce n'est pas que l'absence du crépitement d'armes de guerre. La paix, c'est un tout. La paix, c'est la santé, la paix,
c'est l'alimentaire, la paix, c'est l'éducation nationale, la paix, c'est l'emploi, la paix, c'est la prise en charge de la jeunesse congolaise. On nous a également dit dans ce régime que le ciel ne tombera pas. On use d'intimidation pour gouverner un pays. Donc, sur fond d'une thématique sur la responsabilité, on consacre sa propre irresponsabilité, et moi, dans ma qualité d'opposant. Que voulez-vous que je dise? Mais la première responsabilité est la sienne, qu'il doit prendre à bras-le-corps. Lui qui aime tant le général de Gaulle, il le sait, que le général de Gaulle, devant la difficulté, il a dit aux Français, je vous ai compris, je m'en vais. Et c'est ce à quoi je veux l'amener aujourd'hui. Et je profite de l'occasion que vous me concédez et de l'occasion qu'il me concède lui-même au travers de son allocution ou de son message à la nation sur le thème de la responsabilité. Je le renvoie dans ses cordes avec toute la politesse. Je le renvoie dans ses cordes, qu'il prenne ses responsabilités et de dire au peuple congolais, mais à coup de pas, au bout de 40 ans, c'est vrai, le pays est en faillite, j'ai l'amené dans l'enfer, je me retire. Ce n'est pas la peine de survivre lorsque l'on sait que la mort est proche. Politique, je veux dire. Aujourd'hui, nous sommes au crépuscule de sa vie politique. Il peut nous dire la vérité. Je vais partir. Son gouvernement est en incapacité aujourd'hui de gouverner, puisque le Premier ministre lui-même lui dit « Je n'ai plus d'argent à part de payer le service de la dette. » Et qu'est-ce que vous foutez alors? Partez, laissez la place à d'autres. Écoutez, alors, partez, vous avez dit, docteur Marcel Guitoukulu. Alors, tout à l'heure, vous avez dit également que bon, le pays est assis sur un volcan et finalement, il est vers la fin. Vous avez même parlé de la mort politique de Denis Sassou Nguesso. Et moi, je reviens un peu sur la symbolique de cette célébration où il y a eu cette parade militaire sur le boulevard Alfred Raoul. Est-ce qu'on peut interpréter cela comme une forme d'intimidation aussi? Sinon, pourquoi avoir organisé disons, une parade militaire avec cette armada, avec ses armes, voilà, alors qu'on aurait fait l'inverse, c'est-à-dire faire participer plutôt les civils que les militaires. Vous savez, M. Perrin, la parade militaire, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été, donc rien ne change de ce côté-là. Ce qui change, là où il faut mettre le doigt, qui donne des indications sur la situation actuelle du pays, c'est le fait que cette célébration soit fermée aux civils. Pourquoi elle est fermée aux civils, en vérité? Parce que la jeunesse de ce pays, quoi qu'on en dise, a décidé de prendre en main les destins et de se créer son propre avenir, puisque les politiques ne l'écoutent pas. Aujourd'hui, la jeunesse monte au créneau, crie haut et fort, appelle à U et à Dia au changement de régime politique. Ils bravent même les forces de sécurité publique, qui comprennent qu'elles ne peuvent plus, ces forces, continuer à défendre l'indéfendable. Et que, malheureusement, pour ce système, et heureusement pour le peuple congolais, les choses finiront par arriver. Et donc, la parade militaire, comme vous le dites, une intimidation, peut-être, mais l'interdire aux civils, c'est en fait anticiper sur les faits de ce que les jeunes ont demandé, que la fête du 15 août, il ne faut pas la célébrer, mais plutôt la consacrer comme un moment de méditation. Méditation sur les souffrances, méditation sur les attentes, méditation sur la construction d'un changement possible, valable dans ce pays pour bâtir un nouveau Congo. Et donc, pour ne pas dire que c'est la jeunesse qui a gagné, bah, écoutez, on prend les devants, on interdit aux civils de participer à la fête. Comme ça,
Si jamais on appelle les civils et qu'il n'y a personne, on donnerait l'impression que c'est le peuple qui a gagné. Non, cette façon d'agir nous renseigne simplement que le gouvernement se débat, ce sont les dernières convulsions. Le peuple doit pouvoir accélérer, doit pouvoir enfoncer le clou pour en finir. Donc chacun, où il se trouve, jeunes et vieux, dans les campagnes comme dans les villes, doivent écouter leur propre cœur, qui leur disent, j'ai faim, je suis malade, mon enfant n'a pas été à l'école, mon enfant n'a pas de travail, qu'est-ce que je fais? Il nous faut mutualiser les énergies intellectuelles, financières, les forces vives, les forces politiques pour renverser la table, s'il vous plaît. Pour renverser la table. Fini cette opposition de tranchées, où nous avons des forces politiques qui ne veulent pas s'entendre, des forces politiques qui ont des discours divers. Sur la question des terres, par exemple, on aurait pu avoir une déclaration commune de toutes les forces politiques et les forces vives du pays pour condamner avec force, vigueur et dernière énergie la spoliation des terres congolaises. Ça n'a pas été le cas. Je prends l'initiative, moi, aujourd'hui, d'aider à ce rassemblement, d'aider au grand débat des forces vives qui veulent le changement pour qu'enfin, on ne soit pas toujours là à nous dire il arrive 2026, il y aura une élection, etc. Qui vous a dit qu'il y aura une élection? Et même s'il y avait élection, on le sait comment ça se termine. Non, nous devons passer des lamentations à l'action. Et l'action commence par le rassemblement. Abandonnons l'intrigue politique. Retrouvons-nous, discutons, élaborons un discours commun, un discours constructif qui rende confiance aux populations pour enfin obtenir ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons, c'est un changement dans notre pays, à la tête du pays. Que ce système, ce n'est pas une histoire du nord, du sud. Non, 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 non. C'est un système. Bamboshi baki na kati. Bateke baki na kati. Babembe baki na kati. Balare baki na kati. Bakongo ni mon pays. On ne peut pas accuser une tribu ou une autre, une origine géographique ou une autre. C'est comme dans ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui perdent la vie, que ce soit au CHU, que ce soit à l'hôpital Adolphe ici, à Pointe-Noire. Toutes les ethnies du Congo sont comprises. Et pourquoi? Pour construire le changement, Et on comme vous le doit dites pouvoir. d'ailleurs, docteur, c'est toutes les ethnies qui manquent l'eau potable, c'est toutes les ethnies qui manquent d'électricité. Voilà, la crise, elle est finalement, elle concerne tout le monde. Nous sommes à la fin de l'heure, docteur Marcel Guitokoulou. La toute dernière question qui vous servira aussi de conclusion, bien entendu. Est-ce que dans cette manière d'organiser évidemment la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance, nous avons dit tout à l'heure, juste une parade militaire, pas de civils. Est-ce qu'on peut aussi penser que finalement, Denis Sassou Nguesso a perdu confiance aux Congolais? Vous ne voulez plus voir les civils au risque même de huer sur lui et que cela pouvait dégénérer. Écoutez, mais il y a longtemps que Denis Sassou Nguesso a perdu confiance à son propre peuple. Regardez comment il circule dans Brazzaville. Si on n'a rien à se reprocher, peut-on mobiliser toute une armada comme ça? Non. On est dans son pays, on est l'homme des masses, on est aimé par le peuple, on va au-devant du peuple. On n'a pas besoin de garde. Moi, j'ai vu Marien Ngouabi, tout jeune j'étais, j'ai vu Marien Ngouabi circuler dans les rues de Brazzaville. J'ai vu M. André Milongo aller faire ses emplettes au marché total de Bakongo à Brazzaville. C'était des gens du peuple. Si on est un homme du peuple, on le côtoie. On va à son encontre. On discute avec. On ne vit pas renfermé. Donc, il y a longtemps qu'il a perdu cette bataille. Aujourd'hui, la seule chose qui lui reste, franchement, après avoir célébré son irresponsabilité à travers son propre message à la nation, je lui demande de prendre cette fois ses responsabilités et de partir.
Et Merci, docteur. Oui, partir, je vous euh, en prie. je ne peux pas finir cette émission pour dire que, sans dire qu'il y a des moyens de relever ce pays. Il y a des moyens de relever ce pays. Il nous faut relancer cette économie par la mobilisation des ressources intérieures, c'est-à-dire redéfinir, par exemple, une nouvelle assiette d'imposition. Il faut optimiser la collecte des impôts et taxes. Il faut réformer de toute urgence la gouvernance du trésor public qui est devenue une banque familiale. Il faut diminuer le volume de l'argent liquide qui circule. Il faut criminaliser la pratique du farotage dont les gouvernants actuels sont des véritables fanatiques. Il faut donner du pouvoir d'achat aux populations en revalorisant les salaires, les pensions, retraites et les bourses des étudiants. Il faut ramener les prix des produits pétroliers au juste pouvoir d'achat des citoyens. Il faut contrôler le prix des denrées alimentaires. Il faut retrocéder aux populations un chèque de redistribution sur les bénéfices de toutes nos industries extractives, par exemple. Nous avons également la piste de mettre en place des politiques de solidarité nationale. En termes de sociosanitaire, par exemple, il faut créer des filets sociaux, comme une assurance maladie universelle. On en parle, mais on n'a jamais vu le jour. Il faut mettre sur pied des mutuelles, toutes catégories, qui répondent aux besoins sociaux. Quelqu'un qui a un problème de construction, qui a un problème de maladie, il faut l'assister. Et enfin, il faut conquérir la souveraineté nationale, qu'elle soit alimentaire, en affectant environ 25% du budget annuel pour relancer l'agriculture. Il faut conquérir la souveraineté dans l'éducation nationale en mettant en dépense 10% du produit intérieur brut qui nous permettent d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants et de faire en sorte que ce qu'on apprend à l'école soit en adéquation avec la possibilité de trouver un marché, un travail sur le marché local. Il faut faire en sorte que les techniques de culture nouvelle puissent être ramenées à le pays, comme la rizipisciculture, par exemple, qui fournirait à la fois du riz comme céréale, mais du poisson comme aliment, comme protéine. Il faut, à mon avis, également arriver à produire abondamment des variétés culturelles nationales que nous avons tendance à oublier, qui sont aujourd'hui dominées et concurrencées par les OGM. Mais pour en arriver là, il faut avoir de l'imagination. Il faut créer une banque des semences qui puisse permettre aux Congolais de sauvegarder les cultures locales pour les remettre en valeur. Donc les pistes, elles existent. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est la conquête du pouvoir politique, la conquête de la décision politique pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces orientations et redonner liberté et dignité au peuple congolais. Merci, docteur Marcel Guitoukulu. J'ai bien noté alors tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure. Après, il faut peut-être rappeler cette phrase qu'il aimait bien à rappeler à tout le monde, un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme est un peuple esclave. Il le sait parce que c'est lui qui l'a dit, il a redit, il a rappelé, et donc il sait bien qu'il a finalement, comme qui dirait, réduit les Congolais à l'esclavage. Merci encore, docteur. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur, président du Congrès du peuple. Grand merci d'avoir été disponible pour. Écoutez, merci beaucoup. Le Congo est un pays malade. S'il a besoin d'un médecin, je ne dis pas autre chose. Suivez mon regard. Batata bamama mboti beno, batata mama mboti za jingi, batata mama na pesi bino mbote mingi na tondi bato nyonso. Bandeko na biso bilenge bazali kobunda na Brazzaville po ete mboka na biso ekota na kati ya mbongwana na pesi bino mbote mingi. Papa Nzambe apesa bino makoki mayema longobani po ete etumba na bino, etumba na biso nyonso ekende oboso.
Merci. J'espère que le message est bien passé. Merci, mesdames, messieurs. Vous avez compris que nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce levé en bas de la vidéo. Partagez massivement cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se dit donc à très bientôt. À Merci. très bientôt. Merci.